De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec Jérémy, qui cette fois-ci va peut-être prendre le lead pour sa première critique en tant que lead. Ça fait bizarre, hein? Ouais, mais tu vois, regarde, j'ai changé de chemise. Je suis passé en bleu, comme Lupin the Third. Ah, il y roleplay, c'est incroyable. Il est trop fort, il est trop fort. Non, mais tout à l'heure, tu nous as fait un teasing incroyable, un teasing vestimentaire. C'était fantastique. ça. Donc voilà, suivez Ktuktu sur Twitter pour avoir les meilleurs teasings du monde. Donc, à tes côtés. Problème technique, d'accord. Ok. Donc Jérémy, on va peut-être commencer par toi, puis Paul et Antoine pourront peut-être nous rejoindre dans la foulée. C'est pas grave, c'est la première, Ok. c'est normal. C'est un lead qui fonctionne parfaitement. On va commencer par Lupin the Third. Donc on va commencer par toi. Pour Lupin the Third, c'est une anthologie. Édité chez Kana, qui est sorti au début de cette saison, comme je disais tout à l'heure. C'est un personnage qu'on connaît très bien. Nous, on avait commencé la dernière saison avec Lupin the First, le film qui était sorti en salle, distribué par Eurozoom. Et là, on revient aux sources du personnage, au format papier, avec des vestes de toutes les couleurs, mais surtout en noir et blanc ici. Oui, bah, c'est ça. Ce sont 11 histoires courtes qui sont publiées entre 1967 et 1977 et qui ont été sélectionnées avec soin par le dernier éditeur en date de l'auteur, qui permettent de découvrir un peu toutes les aventures de Lupin, toutes les formes, de découvrir les personnages surtout. Et Lupin the Third, c'est vraiment une œuvre qui a marqué l'histoire du manga, qui a énormément influencé toute une génération d'auteurs de manga et d'animés. Là, ce qu'on a, c'est vraiment un bouquin d'histoire avec un grand H sur l'histoire du manga et c'est vraiment passionnant à lire. Donc ça, déjà, on peut rassurer les gens. C'est effectivement peut-être une bonne porte d'entrée pour Lupin. Du coup, il y a pas mal d'influences qui se bousculent pour la création de Lupin, parce que c'est aussi le produit de son époque, mine de rien. C'est peut-être aussi l'un des intérêts de l'anthologie. C'est que du coup, on va de Maurice Leblanc, qui est l'influence littéraire la plus manifeste, à Kazuhiko Kato, en passant par l'un des héros de cette époque qui nous a quittés récemment, Belmondo. C'est ça. Ce qu'il faut déjà rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Lupin the Third, c'est que c'est le petit-fils d'Arsène Lupin, d'où la liaison avec les œuvres de Maurice Leblanc. Et on va suivre ses aventures de cambriolage en cambriolage, d'aventure en aventure. Et donc forcément, c'est très inspiré des films de James Bond, de Diabolique en Italie, ou même du cinéma français d'action qui va de Fantomas à Jean-Paul Belmondo. Et du côté visuel, on a beaucoup plus d'inspiration au niveau des comics américains. D.F.D. Chrysler Segar, l'auteur de Popeye par exemple, on voit vraiment dans les designs des personnages qui sont très élastiques, on en parlera un petit peu après, qui se rapprochent beaucoup de cette esthétique. Et on retrouve aussi du Mad Magazine, et c'est assez... et bizarrement, malgré toutes ces références visuelles très américaines, quand on lit les premières œuvres, j'ai l'impression de lire de la BD franco-belge, c'est très déroutant. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça? C'est le découpage, c'est les expressions, le trait ou... C'est exactement ça. Ça veut dire que, surtout dans les premières œuvres, le découpage avec les grands décors très... qui ont un style bien particulier, mais aussi dans cet humour qui fait très BD, qui parfois joue un peu avec les codes, les cases, et c'est assez drôle. On a vraiment ce petit côté Spirou ou Lucky Luke d'il y a bien longtemps, et c'est... On pourrait croire que pour une œuvre de 1967, on est des codes totalement différents, et en fait on rentre dedans très très vite. Alors justement, tu parles de la date de 1967, c'est peut-être par là qu'on va commencer. J'imagine qu'il y a une certaine évolution dans le personnage au sein de la décennie qui est abordée dans ce recueil.
est-ce qu'on peut parler du coup du contenu de l'anthologie, que ce soit dans les choix des chapitres qui ont été retenus, dans peut-être il y a peut-être des ruptures de ton, des partis pris très forts qui permettent justement de montrer la diversité des appropriations du personnage, ou en tout cas de l'évolution de la manière de raconter les histoires de Lupin, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a un personnage qui est très léger, justement pour revenir à Lupin the First, mais les racines de Lupin, en tout cas de Lupin the Third, les racines du manga sont peut-être un peu plus noires. C'est ça. En fait, Lupin, par Monkey Punch, l'auteur, a eu plusieurs versions en manga. Et là, ce qu'on retrouve, c'est les deux premières adaptations. Lupin the Third, l'original, qui a été publié entre 1967 et 72, qui est vraiment une parodie mordante et amorale de plein de genres littéraires différents, qui vont du pulp au polar, au film de braquage, et qui a vraiment un trait très nerveux, qui parfois fait presque brouillon. Et là, en plus, les planches ont été perdues. Donc, ce sont des scans d'anciennes planches. Donc, ça donne un côté vraiment, des fois un peu difficile à lire, mais qui donne un certain charme. Ouais. Et on a aussi une version de Lupin un peu plus récente, qui date de 77 à 81, Shin Lupin the Third, le nouveau Lupin, qui est plus cartoon, plus comique, très inspiré des Looney Tunes, et avec un cadrage plus large, plus aéré. Et je pense ce qui marque le plus, c'est vraiment la caractérisation des personnages principaux, qui sont bien plus caractérisés du coup, on les reconnaît mieux, ils ont un caractère qui colle aussi mieux à ce qu'on pourrait connaître d'eux si on a découvert Lupin plus tard. Et voilà, et chaque histoire va vraiment essayer de prendre un personnage en particulier pour le mettre en valeur, pour qu'on puisse vraiment découvrir ses palettes et son caractère. Sur le chat, je vois que ça se frite déjà. C'est vrai qu'on a une communauté qui est très très au fait de Lupin the Third. Je salue évidemment Phenom là-dessus. Pour moi, il manque une histoire culte dans cette anthologie, le chapitre 2 du manga original, dans lequel Lupin est en prison face à un Zenigata Parano. Voilà, je ne sais pas du coup ce qui peut donner c'est une histoire qui a été adaptée dans le premier animé, qui est sorti en 79, si je me trompe pas, mais je peux me tromper, et qui a aussi été réadapté dans la quatrième partie de l'animé de Lupin the Third partie 4, qui est une très chouette histoire. Mais d'ailleurs, on retrouve des histoires dans cette anthologie qui ont été adaptées dans l'animé, notamment l'histoire du magicien avec Pikal, et aussi la course automobile qu'on retrouve dans le premier animé, et la course automobile, on la retrouve aussi dans la partie 5. Bref, c'est assez drôle. Quand on parle vraiment d'un bouquin d'histoire, ça parle énormément. Alors, on me fait signe que Paul et Antoine peuvent sortir du vestiaire. Enfin, ça y est. On va commencer par dire bonjour à Antoine. Pas de son du côté de chez Paul. Désolé les gars, on va abandonner pour cette critique. Je suis désolé. Du coup, je redonne la parole à Jérémy. Salut. Jérémy. La thématique de cette anthologie, on allait en parler. Du coup, tu as abordé la question des personnages, leur caractérisation, la façon dont justement ils ont pu mieux être ciselés au fil du temps. Notamment grâce au trait de Monkey Punch. Est-ce que cette anthologie leur rend hommage et permet de mieux les caractériser et comprendre peut-être leurs aspérités et leur individualité aussi? Faut savoir que de toute façon, les personnages de Lupin the Third, ils ont été réinventés constamment, que ce soit dans toutes les adaptations cinéma, animé, ou toutes les versions de manga qui ont pu sortir. À chaque fois, ils ont été inventés, mais je trouve que l'anthologie fait un très bon taf pour les introduire et nous proposer soit la toute première version dans laquelle ils sont apparus, soit quel est vraiment leur caractère principal, leur caractéristique principale. Et on retrouve principalement l'acolyte de Lupin, Jigen, le tueur à gages, qui tire plus vite que son ombre. Ça pourrait être un peu le Lucky Luke de cet univers. On a le samouraï Goemon Ishikawa, qui est toujours tranchant.
Et on a la caricature de la femme fatale, la cambrioleuse Fujiko Mine, qui est toujours aussi séduisante et qui fait tourner en bourrique Lupin. Et forcément, on va voir l'adversaire principal de Lupin à travers toutes les œuvres, qui est l'inspecteur Koichi Zenigata, qui est cet inspecteur d'abord de la police japonaise, puis plus tard d'Interpol, qui suit Lupin et qui le pourchasse dans toutes les œuvres de Lupin. Et c'est assez impressionnant de les voir dans la version, dans cette version manga, parce que chacun a sa propre gestuelle, ses propres tics de mouvement, qui sont vraiment sublimés par le trait de Monkey Punch. Si Paul pouvait parler, il parlerait que ces traits sont très proches du dessin satirique et que vraiment les corps influent sur l'écriture du manga, sur le rythme. Dès qu'il y a un mouvement des personnages est souvent lié au twist de fin du chapitre ou du découpage. Et c'est toujours impressionnant parce qu'on a Lupin qui est très élastique, Fujiko qui est toujours dans une pose lascive, t'as Jigen qui, j'ai parlé de Lucky Luke, mais qui est toujours courbé un peu à la manière d'un Gaston Lagaffe. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu BD franco-belge. Puis il y a Zenigata qui est toujours en retard par rapport à Lupin dans une pose ébahie, c'est toujours très très drôle. Et qui n'est pas joué par Jonathan Cohen, n'en déplaise aux apôtres de la private joke de l'équipe. Non, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. On a Cédric qui du coup est sorti, a pris sa DeLorean pour voyager à travers l'espace-temps et venir nous prêter main forte. Cédric, du coup, toi, tu as pu t'essayer à Lupin the Third plus d'une fois. Tu as pu également mettre les mains sur cette anthologie. Qu'est-ce que tu en as pensé dans les choix éditoriaux qui ont pu être faits, dans la composition, est-ce que c'est une bonne façon de découvrir le personnage ou de faire redécouvrir justement les racines d'un personnage qu'on pense connaître un peu trop bien? Alors je ne sais pas si on m'entend, j'espère que oui. C'est compliqué. Je pense, c'est un débat compliqué. Je crois que Kana a judicieusement communiqué là-dessus en expliquant bien que ce n'était peut-être pas le Lupin qu'on connaissait des séries animées, que c'était un Lupin beaucoup plus mature dans ses thématiques et surtout, disons qu'il n'est pas très woke culture 2020. C'est-à-dire qu'il y a des questions, entre autres, au demeurant d'une violence exacerbée, il y a quand même beaucoup de fétichisation sexuelle et d'agression sexuelle, pas forcément de la part de Lupin, mais en général dans l'œuvre. Il ne faut pas oublier que, comme on le disait, ça vient d'une époque qui était très forte en termes de BD franco-belge et en termes de comics, c'est les années 60 et ça se ressent beaucoup, notamment dans la deuxième histoire qui se passe lors d'une party, comme on aime le dire à l'époque, où on voit exactement, non mais vraiment je pense que ça aurait été intéressant d'ailleurs, il faut savoir que cette anthologie elle a été faite à titre posthume et ça aurait été intéressant peut-être d'avoir un petit mot sur ces histoires, de savoir pourquoi elles ont été choisies et le contexte d'écriture aussi de l'époque, pour savoir un peu les références peut-être plus en détail, parce que effectivement on ressent un peu un truc à la Peter Sellers à ce genre d'ambiance. Est-ce que c'est une référence directe ou pas? Je ne pense pas, mais ça aurait pu être intéressant d'avoir des trucs plus marqués. En tout cas, on est sur une œuvre que je trouve très intéressante, assez pas maladroite, mais assez fragile en fait, si on la sort de son contexte économique et historique. C'est-à-dire que si on le sort le livre comme ça et qu'on le propose dans les étals, ça me semble compliqué de le vendre en tant qu'œuvre de Lupin par rapport à ce que le public plus large connaît de Lupin. Et je pense que ça, on peut en parler, parce que Jérémy, tu as vu aussi tu as vu des films et tu as vu un peu de séries. On doit beaucoup du Lupin moderne, je vais mettre des gros guillemets parce que c'est pas ça, mais le Lupin que tout le monde connaît, on le doit beaucoup entre autres au duo Takahata et Miyazaki, surtout sur la deuxième série où ils ont énormément œuvré à caractériser les personnages, à leur donner même ces structures d'épisodes où Lupin, Jigen et j'ai un trou de mémoire d'un coup. Non, pas Fujiko justement. Goemon, merci. Lupin, Jigen et Goemon, ils sont tous les trois dans un casse. Zenigata essaye de les avoir et a toujours un mini coup d'avance qui va se refaire avoir. Et Fujiko, elle est un peu agent double et on sait jamais trop pour qui elle bosse. Et elle loupe tout le monde à la fin en mode hop là, je vous ai eu. Ça, on le doit plutôt à Miyazaki entre autres. Et c'est intéressant parce que ça se voit pas trop dans cet opus-là, je trouve, dans ce recueil-là.
il y a des fois des épisodes où il n'y a pas Zenigata du tout, même Fujiko. Il y a des épisodes qu'avec Goemon ou qu'avec Jigen. Il y a un épisode quasiment muet. Il y a un peu de parole, mais avec beaucoup de moments muets où il y a Jigen qui est face à un tueur mystérieux dans un pays dont les frontières vont se fermer pendant plusieurs années. Donc c'est très frais, c'est très pulp, mais en même temps il y a quelque chose de pas vieux mais daté, d'époque. Et c'est là, je pense, la plus grosse peur qu'on peut avoir sur ce Lupin à la lecture, si on n'est pas préparé à lire quelque chose d'un autre temps. Si on n'a pas les chakras assez ouverts pour accepter cette discipline d'écriture et cette mentalité-là. Voilà, j'ai fait un long monologue pour remplacer nos deux camarades tombés au combat, Jigen Paul et Goemon Antoine. Je l'espère en tout cas qu'on aura le plaisir de retrouver tout à l'heure. Je l'espère en tout cas. On va tout faire pour. Jérémy, on va tout faire pour. Jérémy, du coup, de ton côté, est-ce que cet aspect peut-être plus violent et érotique t'a dérangé, ou est-ce qu'au contraire, pour toi, c'était assez réjouissant de découvrir cette autre facette du personnage? Est-ce que toi aussi tu trouves ça réjouissant, l'agression sexuelle? Tu peux nous le dire, Jérémy, vas-y. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire, c'est très réjouissant de découvrir. Vous l'avez, bravo. Alors, c'est très réjouissant de découvrir cette part du personnage qui est au final très inaccessible, parce que c'est la première fois vraiment que Lupin est édité en France en version manga papier. Après, je pense que que vous soyez prévenus, il y a quelques trigger warnings d'agression sexuelle, etc., qui sont dans l'œuvre, et il faut être au courant de ça avant de plonger dedans. Ne l'offrez pas à votre petit frère ou votre petit neveu ou votre petite nièce. Je pense pas que ce serait une bonne idée. Plutôt tournez-les vers les adaptations. Déjà le film, Lupin the First, qui est beaucoup plus adapté. Mais même en fait, c'est ça qui est, comme tu l'as dit, Hayao Miyazaki, voilà, j'ai du mal avec les noms, a beaucoup travaillé dès la première partie pour édulcorer le personnage. Ils ont volontairement mis de côté toute la violence et l'érotisme du personnage pour se concentrer sur l'aventure humoristique. Et ça se voit en fait dans toutes les œuvres qui ont suivi. Pour parler un petit peu de l'animé, il y a vraiment 5 grandes parties qui sont... Il y a 5 parties et une 6e commence bientôt. La 6e partie commence d'ailleurs la semaine prochaine sur ADN. Tout à fait. Petit placement de produit, pas du tout. Mais en fait, et c'est lié souvent à la couleur de la veste de Lupin. On retrouve dans la partie 1 la veste verte qui va plutôt caractériser un Lupin calme, héroïque, qui est très Miyazaesque dans l'idée. On a la veste rouge qui est reprise sur la jaquette de l'anthologie et qui est très liée à Shin Lupin the Third, et qui est l'incarnation un peu classique qui se centre sur l'aventure et la comédie. Dans la partie 3, on a la veste rose qui là c'est de l'absurde total, c'est du cartoon, et c'est très très drôle en général. Et là, sur le Lupin qu'on a maintenant, c'est un Lupin plus moderne qui se base principalement sur James Bond, c'est la partie 4 et 5 avec sa veste bleue, donc cette chemise, et qui est dans ses inspirations principales. Mais c'est vrai que ça fait un choc la première fois qu'on va lire ce Lupin original. Et voilà, il ne faut pas le mettre entre toutes les mains, mais en tout cas, c'est... Contrairement à Green Lantern, tu vois, c'est pas du tout une bonne porte d'entrée, je trouve, pour le personnage. Mais quand on le connaît un petit peu et qu'on s'y intéresse, au contraire, c'est un très bon... Voilà, c'est une bonne porte d'entrée au manga quand on connaît Lupin à travers ses adaptations animées. On va dire c'est plutôt un bon complément à une autre porte d'entrée qui serait peut-être soit les séries d'animation récentes, soit Lupin the First, ou même, pourquoi pas, alors les spin-offs de Koike que je n'ai pas vus, mais il me semble qu'ils sont peut-être un peu plus proches. Ils sont plus proches, oui, ils sont plus sombres. Voilà, donc peut-être une boucle à boucler aussi là-dessus. Si vous avez apprécié cette anthologie, peut-être aller voir du côté de ce qu'en a fait Koike aussi. Ça peut être intéressant. Merci à vous, merci à vous, merci à Antoine et à Paul pour leur courage
courage et leur abnégation. On espère les retrouver tout de suite. Merci à Jérémy et sa chemise bleue. Merci à Cédric et son t-shirt rouge. Cédric, donc apôtre de l'aventure et de la comédie. Jérémy. Alors moi j'avais juste un dernier mot à dire, très important je trouve, c'est vraiment très très important. Sur la première et la deuxième série, je suis d'accord, effectivement tu as raison, Miyazaki l'a aidé déjà sur la première. On sent quand même plus les apports de Miyazaki et Takahata en duo sur la deuxième partie. Ouais. Et ça se ressent notamment sur le fait que la première série, qui est plus courte, elle a un générique qui est complètement différent du générique le plus culte de Lupin qu'on connaît tous maintenant, et qui a un générique un peu plus, pas sombre, mais un peu plus hard-boiled, avec une voix qui chante le nom du personnage, là où les parties qu'on... Voilà. Alors que... Bah non, mais c'est vrai, et ça reflète assez bien le manga, je trouve. Bah en fait, c'est ça qui est... On fait juste une petite parenthèse sur l'animé partie 1, mais au début, on sent vraiment que, surtout dans les tout premiers OAV, ils voulaient vraiment s'inspirer du manga. D'ailleurs, on a des adaptations des chapitres, mais au fur et à mesure, on trouve un Lupin qui est de plus en plus héroïque et qui se rapproche de plus en plus de ce qu'en fera Miyazaki dans la partie 2 ou dans le film Le Château de Cagliostro, qui est assez culte. Voilà. Bon. Merci. Voilà. Bon, au moins on a bouclé au moins 5 ou 6 fois la boucle. Donc je propose qu'on s'arrête maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est la preuve on n'a jamais suffisamment fini de parler de Lupin. C'est un personnage qui se régénère dans diverses incarnations. Voilà, il y a beaucoup de différentes façons de se l'approprier. Lupin Loop, nous dit Gabin sur le chat, évidemment, c'est exactement ça.